Troisième débat consacré au municipal, nous allons beaucoup parler ce soir d'économie et de développement. Mais une élection municipale, c'est d'abord un moment politique et c'est de cela dont nous allons d'abord parler. Bonsoir, Saïd. Bonsoir. Alors vous êtes ici chez vous depuis plusieurs mois, vous suivez pour nous ce qui se passe dans ce territoire. Depuis plusieurs mois, vous observez les faits et gestes des 13 000 habitants des Mandois dont 3 candidats vont maintenant se disputer les suffrages. Ce qui frappe ici, c'est au fond l'étrange course au centre à laquelle se livrent tous les candidats, pratiquement chaque suffrage. Mais en France, il convient aussi d'avoir une étiquette, même si d'un bord à l'autre de l'échiquier mandois, les choses varient un peu. Le maire sortant tout d'abord, Alain Bertrand, il est aux affaires depuis 2008, socialiste et donc un homme de gauche. Oui, clairement, ancien fraîchiste, ses amis s'appellent Jean-Claude Guesseau, Christian Bouclin, Boutin et bien d'autres, mais sa liste, comme son élection en 2008, rassemble bien au-delà, jusqu'au centre droit. Et c'est ce qu'on peut dire, je pense, c'est que ça rassemble pas seulement des gens de gauche, des socialistes, mais que ça va chercher jusqu'au centre et même à droite. Et pour lui disputer la victoire, Ginette Brunel, elle est vraiment de droite. C'est une femme plutôt du centre, elle l'a dit, je le répète, mais sa liste de l'idée à droite est soutenue par l'UMP et depuis peu par Jean-Paul Fourquier, le président UMP du Conseil général. Et puis, elle a passé 6 ans dans l'opposition, donc c'est une candidate plutôt d'opposition. Enfin, dans ce paysage du centre, Patrick Alou, il est nettement positionné à gauche. Une alternative de gauche, et il le dit lui-même, pour lui, j'imagine, le combat n'est pas simple. Pas simple, ouais, comme vous le dites, c'est la deuxième fois qu'il tente sa chance à la mairie, Patrick Alou. Et dans un département où une élection se gagne, comme on l'a dit tout à l'heure, au centre, le front de gauche a du mal à se trouver. Madame et messieurs, d'abord bonsoir à vous et merci d'avoir répondu présent pour ce troisième débat. Alors 3 candidats, nous l'avons dit, puis 3 journalistes aussi pour les questionner, avec à vos côtés, c'est Mercury. Et à mes côtés, Jean-Marc Gély, le rédacteur en chef de la Lausanne Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors le débat France-Lausanne Nouvelle commence tout de suite avec le premier thème abordé, le développement économique. Comment attirer un monde des entreprises privées et donc de la richesse. Et on commence, tirage au sort oblige par Ginette Brunel. Comment attirer des entreprises à Montréal? Et bonsoir à vous tous, M. Madoufi, M. Gilly, M. Prévost. Donc je voudrais simplement peut-être repréciser pour les Mandois, la liste que je conduis, la liste 100% Mande, est une liste ouverte et libre. Ce n'est pas une liste affiliée à une quelconque chapelle. Vous n'êtes pas une candidate d'opposition? Je suis une candidate d'opposition, mais je conduis une liste qui est composée de personnes ayant des sensibilités de gauche, de centre et de droite. Donc, le soutien de Jean-Marc Fourquier, le président de Jean-Paul Fourquier, le président du Conseil général de l'UMP, c'est un bon soutien pour vous ou non? Et de Pierre Morel également. Et de Pierre Morel ici. Ce sont les... J'ai un câble. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit de la part de En tout cas, tous les ténors je souhaite préciser qu'il y a donc le député de la Lozère et le président du Conseil général qui nous soutiennent, pourquoi pas, mais je voudrais préciser aux Mandois que la liste que je conduis est une liste libre, qui n'est pas politique, et moi-même je ne suis encartée dans aucun parti politique. Mais j'ai dit que vous étiez au centre. Donc on revient sur l'économie. La première question. Comment attirer des entreprises privées à Mende? Alors, vaste débat et grande question. Effectivement, Mende souffre depuis pas mal de temps d'un déficit en matière d'attractivité économique. Nous avons pu le constater du fait de la baisse de sa population, 215 habitants lors de ce précédent mandat. C'est quand même un coup dur porté à la ville de Mende. Qu'est-ce qui nous manque? C'est effectivement l'attractivité économique. Donc, elle passe bien évidemment par un développement économique fort, c'est-à-dire la mise en place de nouvelles filières. Je crois qu'il faut travailler sur les produits lozériens, aller vers les circuits courts, c'est-à-dire développer le bois construction, transformer les produits issus de la forêt, transformer les produits issus de l'agriculture lozérienne. Nous avons aussi les ressources de l'environnement que nous pouvons là aussi, à partir du tri sélectif et du recyclage, nous pouvons également créer des filières de développement nouvelles. C'est comme ça que nous réussirons. Mais sur les circuits courts, pardonnez-moi, d'abord, je crois, ça a d'abord déjà été fait dans ce département et notamment dans cette ville, parce qu'on parle vraiment de la ville, puisqu'il s'agit municipal. Et puis surtout, ça implique toujours un coût supplémentaire pour le consommateur. Or, vous avez peut-être dans un département et dans une ville riche, mais j'ai cru lire ici et là qu'il y avait aussi la misère de la pauvreté qui se développait.
de la misère et de la pauvreté Je qui l'ai se lu, pardon. développe. Oui, certainement. On a un centre-ville effectivement qui se dépeuple avec des commerçants qui vivent extrêmement mal en ce moment. C'est On en clair. parlera de ça. La question, c'est comment attirer de la richesse. Alors, moi, Et je vous notamment le explique. secteur privé, parce que c'est la richesse, c'est le privé qui produit la richesse. Bien sûr. Donc il nous faut aller vers de l'investissement productif, mettre du foncier à disposition pour pouvoir justement accueillir ces nouvelles entreprises et ces nouvelles activités de transformation de produits issus de notre département. C'est là où nous allons créer la richesse. Il faut pouvoir transformer ces richesses issues du département. C'est ce que je propose. Et ce sont des filières qui vont pouvoir trouver des financements tant au niveau de l'Europe qu'au niveau de la région. Et ça, c'est très important. Je ne pars pas comme ça. Je sais où je vais. Nous allons créer un pôle de développement économique pour pouvoir créer ces filières et amener de l'emploi nouveau. Merci Madame Brunel. Je me tourne vers Patrick Laloux. Comment attirer des entreprises et donc de la richesse à Mandon? Bonjour. Ben, la première préoccupation d'abord, ça doit être de maintenir de l'emploi public. Parce que si on n'est pas en capacité, là, de maintenir de l'emploi public, je vous rappelle que c'est le premier employeur de la ville, pour ne pas dire le premier employeur du département. Mais c'est pas ce qui crée de richesse. Non, non, mais attendez, si on ne crée pas, si on ne maintient pas les services publics, si vous ne maintenez pas votre établissement hospitalier, si vous ne maintenez pas un certain nombre de services publics, vous ne pourrez pas créer et faire venir des entreprises. Ça, c'est la première chose. Y compris d'ailleurs, c'est une question de solidarité de territoire. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout, mais... Donc la question, Je sur ferai le pour- développement économique et Si vous pouviez éviter de me couper, j'irai au bout de ma réponse. Je vais quand même vous poser des questions qui m'intéressent moi. Alors, je vais... On est limité par la parole de aller à l'essentiel. À l'essentiel, la deuxième question qui est quand même, de mon point de vue, assez fondamentale, c'est l'orientation politique au niveau national. Parce qu'on pourra ici monter sur la table et crier « je veux créer des emplois ». S'il n'y a pas un changement de cap au niveau national sur le développement économique, nous ne créerons pas d'emplois. Je veux dire, la tendance ces dernières années, ça a quand même été une augmentation du chômage, y compris la Lozère, qui était plutôt un département qui ne souffrait pas, qui souffrait moins vite que les autres départements du chômage. Aujourd'hui, on est sur un taux de chômage qui est relativement important. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je pense que sur l'accompagnement des entreprises, on ne fait pas ce qu'il faut. D'abord, la région, le département ne tirent pas dans le même sens. Vous avez, je le disais hier, vous avez une région qui crée une marque, Sud de France. Le Conseil général de la Lozère crée lui sa propre marque de Lozère. Vous avez là, comment voulez-vous que les chefs d'entreprise puissent se retrouver derrière des mêmes perspectives et avec une marque qui puisse être le moteur, notamment pour l'agroalimentaire, le moteur du développement économique. La dernière chose, moi je pense qu'il va falloir ici avoir un développement vert. C'est-à-dire faire de la vallée du Lot une vallée où on va réimplanter de l'agriculture, notamment de l'agriculture biologique, faire un développement autour du bio, mais en appuyant ce développement par des aides économiques. Et là, il y a des fonds européens mobilisables, il y a des fonds au niveau de la région, et moi je pense qu'on peut aider les entreprises. Moi, pareillement, j'ai dit, je mettrai sur les nouvelles technologies, notamment Internet. Je pense qu'il va falloir que là, on mette le paquet pour essayer d'amener des entreprises, y compris des gens, à créer leur emploi à domicile. Je pense que là-dessus, on a pris un certain nombre de retards. Merci Michel Adour. Alain Bertrand, vous êtes venu à 100 ans, donc vous avez fait et vous allez peut-être encore faire. Comment? Bien, d'abord, pas ancien fraîchiste, fraîchiste. Toujours. Bien. Ensuite, il faut faire flèche de tout bois. On est une petite ville, 13 000 habitants. Le développement économique, pour moi, le choix était simple. C'est arrêter, comme le fait le département, de jouer petit bras et essayer de jouer grand bras. C'est-à-dire investir massivement, parce qu'avec l'investissement, on soutient les entreprises. 65 millions d'euros en 6 ans, c'est plusieurs milliers d'emplois confortés. Ensuite, préparer l'avenir, répondre aux problématiques immédiates, équiper la ville, faire des voies nouvelles, faire la grande zone d'activité Jean-Antoine Chaptal, sur laquelle, je le répète, parce que c'est vrai, sur 33 hectares de plateau pour des entreprises, on en est à pratiquement 80% de réservation, donc il y a des demandes, s'appuyer sur les savoir-faire.
pousser nos entrepreneurs à prendre l'habitude d'aller aussi dans les départements voisins, gagner des parts de marché. Le développement économique dans une ville comme nous, fragile, 13 000 habitants, préfecture pour autant, ça ne peut partir, pour ce qui concerne la mairie, que de volontarisme. Une politique volontariste. Ensuite, il y a ce qu'on peut obtenir. Les aménagements du territoire, ou la prime d'aménagement du territoire que j'ai obtenue, c'est un plus. Voilà. Ensuite, sur le tourisme, qui représente une petite fraction de l'économie. Il faut sortir de l'épisode ancien, Jacques Blanc, où on est à 5 millions de nuitées, alors que l'Aveyron est à 25 millions. On nous a poignardés économiquement, en faisant passer la 75 à la canourgue. Pour se relever, il faut de l'action, de la puissance, du volontarisme. Sur le service public, il faut inventer des modalités nouvelles. C'est ce que je fais pas à pas à travers l'hyper-ruralité. Ça veut dire que, si je reprends l'exemple que vous citez sur l'autoroute, ça veut dire que le désenclavement reste à faire ici. Ça veut dire qu'en matière économique, regardez le recensement INSEE qui vient de paraître et les commentaires qui ont été faits par vos collègues spécialistes et journalistes, ils ont dit que le développement économique, c'est à côté de la mer, ou adossé à une agglo, ou à un endroit où il y a l'autoroute qui passe. En Lozère, même là où l'autoroute passe, d'ailleurs, j'observe, c'est Chély, Marvejols, la Canourgue, on n'a même pas su le préparer. On n'est même pas foutu de faire des zones d'activité là où il en faut. Donc du volontarisme, de l'ambition. Eh bien justement, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. On se retrouve ici depuis le comité du tourisme ici à Mende avec la deuxième partie de ce débat consacré au municipal et bien sûr ça y est aux trois candidats. Alors Bertrand, alors après s'être demandé comment attirer les entreprises à Mende, on va se demander quelles sont les ambitions de chacun pour le centre-ville dans les 6 prochaines années. On va parler de 2 projets censés dynamiser le centre-ville. Et là je me tourne vers Jean-Marc Gilly, rédacteur en chef de la Lozère Nouvelle. Alors, on peut d'abord parler évidemment de l'espace événement Georges Frêche. La pose de la première pierre s'est déroulée récemment en présence du préfet Lambert, qui publiquement a dit le plus grand bien de cette initiative. Il a souligné son impact non seulement pour Mende, mais pour toute la Lozère. Pourtant, un débat s'est instauré au cours de cette campagne. Certains Mendois contestent la dénomination et même certains s'interrogent sur l'opportunité de réaliser aujourd'hui une telle infrastructure. On parle également du musée Fabre, ce sera un élément important pour l'attractivité de la ville. Rodez l'a compris, l'ODEV avec ses expositions exceptionnelles est un exemple significatif, mais la réalisation de ce musée, c'est véritablement un parcours du combattant et on peut se demander si son ouverture aura bien lieu en 2020. Alors, Ginette Brunet, l'espace événement, le musée Fabre, 2 bonnes idées pour redynamiser le centre-ville. Donc le centre-ville a besoin, je pense, de beaucoup plus d'action et d'investissement que la simple création de l'espace événement et du musée Union Fabre. Et puisque vous avez débuté par l'espace événement, je vais donner mon avis concernant cet espace événement. Et c'est vrai que M. Gilly nous explique que quelques Mendois se posent des questions quant à l'opportunité de construire ce bâtiment. Moi, je dirais que c'est beaucoup de Mendois qui se posent ce type de questions. Ce n'est pas quelques-uns, c'est la grosse majorité. On ne comprend pas ce choix de l'équipe actuelle. Cet espace événement va supprimer 90 places de stationnement en centre-ville. Or, on sait que vraiment, c'est le stationnement qui empoisonne la vie des Mendois et des commerçants. Donc, il y a unanimité sur ce stationnement. Donc je ne vois pas pourquoi on supprime 80 places de stationnement et on finance encore 150 places à côté, ça les Mendois ne le comprennent pas. Cet espace événement, on ne comprend pas non plus ce qu'on va en faire pour 10 millions d'euros, y faire des cousinades, y faire des mariages, y faire un marché, c'est quand même un peu cher. Alors 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, j'ajoute la construction de l'espace événement et de l'aménagement de la place. Il va falloir, je suppose, aménager cette place. Et combien à la charge de la commune? Alors, à la charge de la commune, sur l'aménagement de la place, je ne le connais pas encore. Sur le total, là, on nous parle de 70% de subventions, je veux bien, mais il faut savoir que ces subventions ont été toutes rajoutées sur ce projet et n'ont pas bénéficié à d'autres projets. Mais que ces subventions, ce sont quand même les impôts des Mendois. Donc là, il faut être clair. Donc pour vous, ça ne va pas redynamiser le centre-ville? Ça ne redynamisera pas le centre-ville. Un mot sur le musée Fabre. Alors le musée Fabre,
nous avons dit, et nous le maintenons, nous continuerons à travailler sur le projet du musée. C'est un dossier que je prendrai en charge et que je m'appliquerai à pousser dès que nous serons élus. Pour l'instant, je ne le connais pas, puisque je faisais partie de l'opposition, mais ce projet qui était tellement important pour la ville de Mende n'a jamais fait l'objet d'une seule présentation aux élus. Donc je vais découvrir ce projet avec les personnes et les associations qui œuvrent pour ce projet, et nous le mènerons jusqu'à son terme. Et ça devrait attirer du monde au centre-ville ou pas? Ça va attirer du monde, mais il faut voir ce qu'on va en faire. Il faut que ça soit un musée de France, qu'il y ait des expositions extrêmement intéressantes et itinérantes. Ce n'est pas simplement les pièces qui sont actuellement au niveau du musée qui suffiront pour attirer les foules à Mende, bien sûr. Merci Madame Brunel. On passe à Patrick Allou. Alors, l'espace événement, le musée Fabre, le centre-ville, ça va ensemble? Non, parce que d'abord, le musée Fabre, tout ce qui va amener de la dynamique au centre-ville, il faut être preneur. Je veux dire, on ne va pas critiquer pour critiquer, c'est plutôt une bonne initiative, et nous, on ne s'attardera pas sur cette question. C'est autre chose, l'espace événement. D'abord, le coût. 8 millions d'euros, on peut se poser, moi je pense qu'il y avait d'autres priorités dans la ville, et en tout cas, moi j'aurais investi 2 millions d'euros pour rénover l'ensemble des salles de la ville, je n'aurais pas mis 8 millions dans cet espace qui ne fait pas le consensus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, y compris d'ailleurs les villes qui ont été amenées à faire ce genre d'exercice, ils reviennent parce que, l'occupation n'est pas garantie sur toute l'année, et puis on avait possibilité de rendre nos salles polyvalentes. Là, on gagnait 6 millions d'euros à investir autre part. Donc le centre-ville, par contre, c'est un autre problème. Hein. Le centre-ville, il va falloir y travailler. Moi, j'avais dit il y a 6 ans déjà dans la campagne, ça doit être une priorité. Ça n'a pas été la priorité de l'équipe d'Alain Bertrand. Parce que si ça avait été la priorité de l'équipe d'Alain Bertrand, on n'aurait pas un centre-ville dans une situation qu'on a aujourd'hui. Même s'il y a des raisons objectives. La crise économique est passée par là, toutes les villes de 10 à 15 000 habitants connaissent des difficultés avec leur centre-ville. C'est vrai. Maintenant, il y avait des actions à mener. Je pense qu'il faut travailler sur l'immobilier et il faut aider les petits commerçants qui s'installent parce que les loyers sont excessivement chers, y compris d'ailleurs quand on ouvre des commerces agroalimentaires, on est obligé généralement d'avoir un atelier à la sortie de la ville, à l'extérieur de la ville, ce qui donne des coûts de loyer aux alentours de 1600 à 1800 euros, ce qui fait le coût d'un loyer à Clermont-Ferrand ou à Montpellier. Donc là, il y a beaucoup plus de chalands sur ces grandes villes et que les gens qui veulent s'installer vont plutôt se tourner vers ces villes pour s'installer que s'installer à Mende. Donc il y a des priorités là. Nous, on a dit que, y compris, on modifierait l'office de commerce, on changerait l'orientation de l'office de commerce, mais on pense qu'on ne doit pas aider les commerces de périphérie de même nature que les commerces de centre-ville et qu'il faut mettre une priorité sur les commerces de centre-ville en aidant à des actions particulières sur les commerces. Donc vous mettez un bon point au musée, une interrogation à l'espace événement. On passe justement à celui... Et une grande interrogation sur le nom de l'espace événement. Une interrogation. On va parler maintenant avec Alain Bertrand. Vous êtes à l'initiative de cet espace événement. On vous attaque systématiquement sur cet espace événement. Vous l'assumez, vous continuez à l'assumer? Non seulement je l'assume, mais dans 20 ans dans la ville, tout le monde dira que c'est un outil indispensable au rayonnement de la ville et à la vie du centre-ville. Vous savez, quand le sage montre la lune, il y en a qui regardent le doigt. Mais c'est tout autant comme ça sur les grands projets. Cet espace événement, il vient pas comme une priorité. J'ai construit avant une crèche de 60 places, une maison des syndicats et des associations, je suis en train de construire une école à Chabris, j'ai rénové tout le quartier de Fontanille, 2 maisons solidaires, dont une à Fontanille, des avenues, la rénovation des écoles, 3 zones d'activité, et à un moment donné se pose la problématique du centre-ville, du commerce et de l'âme, du cœur du centre-ville, auquel les mandats sont attachés. Alors il y a 2 dispositifs, mieux travailler pour installer des commerces et des marques, muscler l'attractivité commerciale de la ville en regardant vers le haut, et après créer des flux nouveaux. Mais l'espace événement, il répond à des demandes des Mandois. On manque de salles tous les jours. Les congrès départementaux ne peuvent pas se faire à Mende, nous n'avons plus de salles qui nous permettent de les accueillir. Nous n'avons plus de salles pour faire un marché couvert.
Nous ne pouvons pas faire des manifestations commerciales en centre-ville. Il répond à tout ça. Nous n'avons pas de salle pour les jeunes, pour les musiques électriques. Et le musée auquel certains se rallient, et que je porte à bout de bras, et qui va être scellé dans l'histoire de la ville, parce qu'on construit les réserves du musée, et une fois que les réserves seront construites, mes concurrents sont obligés de le poursuivre. Le musée, lui aussi, il créera des flux, et bien entendu, il est fait en partenariat avec le musée Fabre de Montpellier. Il y aura des expositions permanentes, et il est fait avec la Société des Lettres, les Amis du Musée. Tout ça, ça a du sens. Tout ça, c'est l'avenir du cœur de la ville de Mende. Comme on le fait à Rodez, comme on le fait à Lodève. Moi, je regarde vers l'eau. Sur le musée Fabre, difficile de trouver des détracteurs, même s'il y a peut-être des interrogations. L'espace événement, il y en a notamment sur le coût, et vous allez pouvoir le dire, c'est 10 millions, c'est 8 millions, c'est combien? Bien, le coût il est affiché sur le panneau, tout le monde peut aller le voir, c'est 7 500 000 € taxes, dont 2 300 000 restent à la charge de la ville de Mende. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un investissement moins important que le gymnase de la Vernède, que fit mon excellent prédécesseur, le docteur Jean-Jacques Delmas. Le choix de la dénomination. Sur le choix de la dénomination, j'ai dénommé Gérard Pons des écoles, Jean-Jacques Delmas le stade, Pierre Coudert le skateboard, Jean Bonny-Jol l'école de Mende. J'ai dénommé Winston Churchill, Georges Pompidou. Eh bien, Georges Frêche, j'ai dénommé des régionaux, des nationaux et des locaux. Je suis fier de cette dénomination qui sera une bonne marque commerciale parce qu'elle attirera, elle éveillera l'attention. François Je Mitterrand. lève le nom justement Georges Frêche vous dérange. Oui, bien sûr, il ne me dérange pas que moi, bien évidemment, il dérange l'ensemble des Mandois. Georges Frêche ne représente pas du tout notre ville, pas du tout. Georges Frêche trônait au milieu du foirail et là les Mandois ne le comprennent pas. Et Winston Churchill, il a notre ville. Vous avez oublié de citer François Mitterrand. Oui, et Jacques Chaban-Delmas. Moi, je ne suis aucun sectarisme. Vous avez passé 2 ans à La question de fond pour moi, c'est la question de fond pour moi. Attendez, on est en train de discuter du nom d'une salle, alors que dans 8 jours, là, à peine, on est à la fin de la trêve hivernale. 600 000 familles ne peuvent plus payer l'électricité, vont être coupées, dont des Mandois. C'est pas des priorités, ça? Alors rediscutons des vrais problèmes que connaissent les Mandois et les Mandois. L'élection municipale, c'est aussi cela. C'est l'occasion parfaite de faire une pause. Justement, à propos de coupure, moi je vous en propose une, on va s'arrêter 30 secondes. Ici, à Mende, pour évoquer les dernières parties consacrées à ces débats sur les municipales, avec évidemment les 3 candidats. Oui, la ville populaire, la finalité, Alain Bertrand. Alors, on va parler dans cette dernière partie, on a parlé un petit peu tout du long, c'est l'attractivité d'une ville, d'une capitale, d'une préfecture. On parle évidemment de Mende et de ses 12 163 habitants. Mende, en 2030, pour le maire sortant, Alain Bertrand, c'est 17 000 habitants. Alors, c'est un projet pour rêver ou c'est un projet concret, Ginette? Vous pensez que c'est jouable? Alors 17 000 habitants, je ne pense pas que ça soit jouable, à moins de peut-être faire venir des cannes de Rome, pourquoi pas, mais j'y crois pas parce que je viens de voir les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir et donc qui donnent effectivement un pourcentage relativement faible en termes d'évolution de la population, que ce soit à Mende ou pour la Lozère. Donc Mende, effectivement, n'est pas Montpellier, ni Carcassonne, ni Nîmes, ni même Perpignan. Mais Mende est un véritable département de montagne qui peut attirer, elle est capable d'attirer cette ville. Nous avons un cadre de vie magnifique, nous avons un centre-ville qui pourrait être également mis en valeur. Nous avons des possibilités avec les filières de développement économique dont je parlais tout à l'heure. Nous pouvons aussi mettre en place un tourisme de destination et pas simplement un tourisme de passage. Nous avons un potentiel pour attirer. Nous sommes également au centre des 4 capitales régionales, Montpellier, Nîmes, Lyon, Clermont-Ferrand. Donc il y a un potentiel de développement pour peu qu'on ait la volonté de s'y attaquer à cette pratique. Ok pour la volonté, comment on fait? Alors comment fait-on? D'une part, il y a le désenclavement, je dirais, numérique qu'il faut poursuivre. Deuxièmement, le désenclavement routier également. Là, il va se traduire par la mise en place de navettes vers Montpellier ou encore via Paris en passant par le Puy et l'Oude. C'est ce que vous voulez mettre en place, des transports en c'est déjà en place.
pas sur Montpellier, je ne crois pas. Il y a bien évidemment le transport routier également. Là, on a un prix de transport pour les entreprises qui est extrêmement onéreux parce que nous sommes éloignés des transacts routiers et il faut travailler sur la mise à 2 fois de voie du projet RN88. Là, c'est dommage que ce projet ait été intégré par le gouvernement parce qu'il reste finalement que 160 km à construire sur cette route. Donc là, nous sommes obligés de négocier pas à pas, petit bout par petit bout, des crédits qui ont du mal à venir. Est-ce que vous êtes pour ou contre la solution du péage? Je ne suis pas pour la solution du péage. Je pense que le gouvernement peut faire un effort de solidarité vis-à-vis de la Lozère et que ce département mérite lui aussi. Le précédent gouvernement, il n'a pas fait l'effort. Vos amis du gouvernement ont sorti la RN88 à 2 fois du schéma national des infrastructures de transport. Ce qui fait que, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes obligés de contractualiser petit bout par petit bout. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Ce type de projet nécessite une entente globale de l'ensemble des acteurs de ce département. Et ce n'est pas en se bagarrant avec les uns ou les autres qu'on peut faire avancer un dossier de cette envergure. Donc moi, je propose justement une entente forte des acteurs du département pour faire avancer ce projet le mieux possible et le plus rapidement possible. Bon, on va demander à Patrick Paul comment il compte rendre beaucoup plus attractif cette ville. Ouais, alors, d'abord... c'est un vrai enjeu. Oui, c'est un enjeu, bien sûr. Moi, je pense qu'y compris avoir une ambition de porter la ville à 15, 16, 17 000 habitants, c'est louable. On ne peut pas se dire, voilà, je commence mon mandat et je vais espérer ne pas perdre d'habitants. Je pense qu'on va avoir l'envie de donner une dynamique et de créer des emplois. C'est une dynamique qui est louable pour quelqu'un qui se présente à une élection municipale. En tout cas, moi, sur cette question, je vais essayer quand même de mettre en place de mettre autour de la table tous les acteurs pour essayer de tirer dans le même sens. On ne peut pas continuer. Les acteurs, c'est la région, le conseil général et la municipalité de Mende. Je pense que là-dessus, on ne peut pas continuer à tirer chacun à boulet rouge contre l'un et contre l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la marque de France. Mais quand vous vous rendez compte, alors là, pour le coup, les amis de Mme Brunel comme les amis de M. Bertrand ont voté 130 millions d'emprunts à un Indien, M. Mittal, pour développer. Ces 130 millions, ils n'auraient pas pu servir au développement économique de la Lozère. Ils n'auraient pas pu aider à aider les petites entreprises à s'y installer. M. Mittal attendait-il 130 millions d'euros du département de la Lozère pour pouvoir survivre? Quand partout on a prêté 130 millions d'euros ou des millions d'euros à M. Mittal, il a quitté, il est parti, et c'était le cas à Moselle. Pardon. Mais sûrement, ça a un impact parce qu'on aurait mis une partie de cet argent dans le développement économique de la ville. Bien évidemment, les choses auraient changé. Sur la ville, il y a des choses à faire, notamment, on va non pas seulement élire les conseillers municipaux et le maire, on va élire aussi les conseillers communautaires, la communauté de communes. La périphérie de la communauté de communes est un enjeu. Je pense qu'on peut, la question du Chastel-Nouvelle, la question du Val-d'Onaise, pour faire un grand monde, se pose. Et nous, on a l'intention de poser, y compris d'ailleurs comme première décision, je vais proposer au maire de l'ensemble des communes de créer un syndicat intercommunal des transports publics pour pouvoir avoir une desserte sur l'ensemble des communes du bassin de vie de Mende. C'est une dynamique qui peut aider à la création des entreprises. Je vais, parce que pour l'instant, il n'y a pas possibilité d'entente avec le Conseil général, on mettra une antenne pour aider les entreprises à se développer, c'est-à-dire à apporter toute l'aide technique qu'elles ont besoin. On va, sur le COSDOV, on ouvrira une pépinière d'entreprise avec une gratuité des loyers pendant 3 ans pour toutes les entreprises qui s'y installent. Voilà des mesures économiques qui, de mon point de vue, peuvent aller dans le bon sens et de redonner un peu de vitalité à la ville. Il y aurait le logement aussi à parler. Ce sera pour un prochain débat parce que c'est autour d'Alain Bertrand. 2030, 17 000 habitants, c'est possible? Oui.
c'est pas que c'est possible, c'est un objectif, il n'y a pas le choix. Si on veut rester une préfecture dans ce pays, compte tenu des contraintes qu'il y a financières, bien il faut grandir. Pour grandir, on a libéré 100 hectares de terrain à bâtir, c'est possible. Et pour grandir, il y a deux fers au feu. Il y a certes l'aménagement du territoire, il y a aussi le fait d'être en ordre de bataille. Moi, ça fait 3 ans que je dis à tout le monde, faisons comme l'évêque, 5 communautés de communes en Lozère. Mais les tenants du département expliquent le contraire. On n'est pas en ordre de bataille. Ensuite, il n'y a que 2 solutions. L'entreprise, l'investissement, on a la prime d'aménagement du territoire, on va voir la fibre Tousium maintenant, avec Orange, puisqu'on a signé le contrat. Et ensuite, il faut une 3e phase à la décentralisation. Soit l'hyper-ruralité, on veut qu'elle continue à exister, et il faut cette phase à la décentralisation, soit on met tout à Marseille, à Lyon, à Montpellier. C'est le sens du travail que je présenterai au Premier ministre dans le cadre de la mission qu'il m'a confiée. Nous avons le droit d'avoir des écoles d'ingénierie. Nous avons le droit d'avoir de l'enseignement supérieur. Nous sommes un lieu privilégié ici pour recevoir des étudiants et faire des études. Donc c'est un ensemble de choses. Sur le tourisme, c'est vrai que le département, je rejoins Patrick Allo, nous empêche d'être en ordre de bataille. Nous, la ville, moi j'ai créé le chemin urbain Saint, j'ai créé 48e de rue, on a fait un groupe de travail depuis... Non, le festival 48e de rue, j'ai créé. Non, non, pas du tout. Ah si, madame. Si, madame. Et ça a été mis en place... Ah non, non, madame. J'ai créé le festival 48e de rue. J'en suis le président d'honneur. Vous avez l'habitude de vous approprier les projets des autres. Non, ce que vous dites est faux. J'ai créé 48e de rue, comme j'ai créé Toquet du Cèpe, comme j'ai créé la Patch, comme j'ai créé le Forum des associations. Mais on vérifiera qui a créé quoi. Oui, non, mais je le sais, c'est moi qui l'ai fait, je le sais parfaitement. Alors finissez, s'il vous plaît. C'est un ensemble de choses. On n'a pas, sur l'événementiel, le tourisme, la culture, les sports, on doit être à l'excellence. Et sous ces conditions, on attirera. Maintenant, on a les outils pour le faire. Donc 17 000 habitants, ben, c'est le signal indispensable pour maintenir. On est une des 5 préfectures du Languedoc-Roussillon. On vaut Nîmes, on vaut Montpellier, on vaut Perpignan, on vaut Carcassonne. Hein? Et donc, moi je regarde vers le haut, je suis ambitieux pour ma ville, mais les Mandois sont ambitieux aussi, on vit bien dans cette ville, c'est une ville qui a de l'âme, du cœur, qui est gaie, qui rayonne, qui est sûre, et tous les gens qui viennent à Mende disent « Quelle chance vous avez de vivre à Mende !» Eh bien, quelle chance on a eu. On a perdu 215 habitants. Quelle chance on a eu de vous avoir tous les 3 ce soir, parce que hélas le temps passe et que ce débat, hélas pour vous et pour nous, évidemment ça achève. Je voudrais simplement vous remercier Saïd et puis votre compagnon qui nous a bien aidé aussi. Jean-Marie. Voilà, qui nous a bien aidé aussi ce soir. Je voudrais juste dire que demain soir, les auditeurs pourront participer aussi à ce débat. Nous débrieferons ensemble avec la presse, mais aussi les auditeurs qui pourront intervenir. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas écouté ce débat en direct, il y a toujours le site disponible et sur lequel, évidemment, le débat sera en France. Voilà, vous savez tout. On se dit bonsoir et à très bientôt. La semaine prochaine, dernier débat consacré à la scène municipale. Et nous serons à Nîmes pour clore cette tournée des villes. Avant qu'il y ait autant de qualité, autant de qualité autour de notre micro. Ça sera la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Merci à France Bleu, et à la maison. Et à la maison.